You are looking at a remarkable idea, for this is the story of the miracle sea. Ce vaste lac californien est estimé à près de 540 milliards de dollars, car il renferme assez de lithium pour alimenter plus de 30 000 milliards d'iPhone. Ce chiffre dépasse largement les prévisions initiales des experts, faisant de cette découverte l'une des plus importantes réserves jamais identifiées. Une telle richesse pourrait bouleverser l'économie états-unienne, mais un obstacle majeur subsiste. Sans solution, ces milliards resteront enfouis à jamais. Abordons d'abord le lithium. Ce métal, si précieux qu'on le surnomme « or blanc », se distingue par une légèreté exceptionnelle. C'est, à température ambiante, le solide le plus léger de la planète. Il fut découvert en 1817 par un chimiste suédois, mais resta longtemps négligé, car il ne paraissait offrir aucune utilité concrète. Certes, il est léger, pâle et éclatant, mais pendant des siècles, on ignorait comment l'employer. Ce n'est que récemment que son potentiel, jusque-là insoupçonné, a véritablement commencé à attirer l'attention. Cependant, une autre propriété du lithium finit par retenir l'intérêt des chercheurs. Sa réactivité exceptionnelle. Ce métal se combine très facilement avec d'autres éléments, mais cette qualité le rend aussi hautement inflammable. Si vous l'exposez à l'air, par exemple, il subit une réaction d'oxydation fulgurante et peut s'embraser en quelques secondes. Là où certains ne voyaient aucun danger, les scientifiques ont perçu une formidable opportunité. La combinaison unique de sa légèreté et de sa réactivité en fait un matériau presque idéal pour la conception de batteries performantes. Or, vous comprendrez aisément en quoi leur rôle est capital aujourd'hui, puisqu'elles alimentent nos téléphones, nos voitures et même certains avions de petite taille. Comme la demande mondiale de lithium s'est soudainement envolée, la consommation ne cesse de croître, et rien n'indique que cette tendance va ralentir. En 2021, la production totale avoisinait 540 000 tonnes, mais les prévisions estiment qu'elle pourrait dépasser 3 millions de tonnes d'ici 2030. Le problème, c'est que le lithium est une ressource limitée. Il n'existe qu'une centaine de mines à travers le globe, concentrées principalement en Australie, au Chili et en Chine. Certes, la production mondiale devrait continuer d'augmenter, mais la demande progresse bien plus vite, ce qui pourrait entraîner une pénurie d'ici quelques années. Aujourd'hui, les mines actuelles suffisent encore à couvrir nos besoins, mais cela ne pourra durer éternellement. Dans ce contexte, découvrir de nouvelles réserves revient pratiquement à gagner à la loterie, et les États-Unis figurent parmi les rares grands gagnants. Prenons l'exemple de la mine de Thacker Pass, dans le Nevada, qui pourrait renfermer les plus vastes réserves inexploitées de lithium au monde. Selon certaines estimations, ce seul site pourrait satisfaire jusqu'à un quart de la demande mondiale, avec près de 40 millions de tonnes de ce précieux métal, pour une valeur potentielle dépassant les 500 milliards de dollars. L'exploitation reposera sur l'extraction du lithium contenu dans l'argile, une méthode complexe, jamais réalisée à une échelle aussi considérable. Le défi est important, mais il reste réalisable. Il y a quelques années, les États-Unis ont obtenu une avancée majeure dans le domaine du lithium, la Salton Sea. Ce vaste lac peu profond se trouve dans le comté d'Imperial, au sud de la Californie. Les premières estimations indiquaient que le site pourrait contenir plus de 3 400 000 tonnes de lithium enfouies sous terre. Une telle quantité permettrait de produire plus de 375 millions de batteries destinées aux véhicules électriques. Cela semblait déjà immense. Mais plus récemment, des spécialistes ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Et cette fois dans le bon sens. Les réserves réelles pourraient atteindre 18 millions de tonnes, ce qui place désormais la Salton Sea au rang du 5e plus grand gisement mondial. Cette découverte pourrait véritablement changer la donne. Les États-Unis misent beaucoup sur ce minerai, espérant qu'il contribuera à maintenir la solidité de leur économie pour de nombreuses décennies. Découvrir cette seconde source de lithium aura été un immense soulagement, rapprochant le pays d'une plus grande autonomie, alors que la majorité de son lithium provient encore du Chili. La Californie se réjouit de cette perspective, y voyant une véritable manne économique. La région est déjà surnommée l'Arabie Saoudite du lithium, ou encore Lithium Valley, en raison de son potentiel à dominer la chaîne d'approvisionnement en batterie. Si le projet réussit, l'État en tirera un avantage considérable. Les autorités envisagent d'utiliser 80% des revenus issus de l'extraction du lithium pour le développement local et les infrastructures. L'idée est de moderniser routes, écoles et autres services publics. Cette initiative pourrait créer de nombreux emplois dans le comté d'Imperial,
l'une des régions les plus pauvres de Californie. Une question essentielle demeure. Si le lithium se trouve sous le lac, peut-on réellement l'extraire? En théorie, oui. Deux méthodes principales sont utilisées par l'industrie. La première, traditionnelle, consiste en une exploitation à ciel ouvert. La roche est déterrée, broyée, puis traitée. C'est par exemple la technique pratiquée à Thacker Pass, où d'immenses pelles hydrauliques extraient le métal de l'argile. La seconde méthode repose sur des bassins d'évaporation. Une saumure riche en lithium est pompée à la surface, puis on laisse l'eau s'évaporer, concentrant ainsi le métal. Mais ces deux procédés exigent d'énormes quantités d'eau et entraînent souvent une forte contamination, ainsi que des déchets abondants. À Salton Sea, en Californie, le processus est un peu différent. Plutôt que de creuser de gigantesques fosses ou de construire des bassins d'évaporation, les entreprises exploitent la puissance géothermique naturelle de la région pour extraire le lithium de façon plus propre. Cette technique s'appelle l'extraction directe du lithium. Près du lac, 11 centrales géothermiques pompent déjà une saumure très chaude et riche en minéraux depuis le sous-sol. Habituellement, cette saumure sert uniquement à produire de la vapeur qui entraîne des turbines pour générer de l'électricité. Désormais, les sociétés apprennent à récupérer le lithium contenu dans cette même saumure avant de la réinjecter dans le sous-sol. Puisque la saumure est déjà pompée pour produire de l'énergie, la collecte du lithium ne nécessite ni creusement supplémentaire ni bassin d'évaporation. Cela permet donc d'éviter la majorité des gaspillages d'eau et des pollutions associées aux autres méthodes. C'est comme obtenir de l'énergie propre et des matériaux pour batterie en même temps, avec un impact environnemental beaucoup plus réduit. La méthode semble brillante et réalisable, mais elle comporte aussi des défis qui ne seront pas simples à surmonter. Certes, certains qualifient cette technique de écologique, mais cette appréciation n'est pertinente que par comparaison avec d'autres méthodes d'extraction du lithium. Elle soulève cependant de sérieuses inquiétudes concernant l'usage de l'eau. Les habitants de Californie font déjà face à des pénuries sévères, et l'exploitation à grande échelle du lithium pourrait accroître la pression sur cette ressource limitée. La Salton Sea se rétrécit rapidement. Son niveau a chuté de plus de 3 mètres au cours des 25 dernières années. Cela pose un sérieux problème. La diminution de l'eau expose davantage le lit du lac, dont les sédiments peuvent contenir des substances nocives. À mesure que le lac se réduit, ce lit exposé s'assèche et se transforme en poussière, laquelle ne reste pas en place. Le vent la soulève et la disperse dans l'air. Ainsi, le rivage en retrait de la Salton Sea libère une poussière toxique qui a été associée à une augmentation des problèmes respiratoires chez les habitants des environs. Les autorités ont déjà entrepris des mesures pour inverser cette situation, en ajoutant de l'eau aux zones asséchées de la Salton Sea. Elles remplissent des étangs peu profonds près du lac afin de créer de nouveaux marais. L'objectif est d'offrir un habitat sûr aux poissons et aux oiseaux, et de limiter la dispersion de cette poussière toxique. Certains craignent cependant que l'exploitation de tout cet or blanc accélère le rétrécissement du lac et compromette les années de restauration effectuées. Pour l'heure, les études indiquent que les centrales géothermiques n'utilisent qu'environ 4% de l'eau disponible dans la région. Mais les chercheurs ignorent encore si un développement plus large pourrait aggraver le problème hydrique. Alors, que se passera-t-il ensuite? Il est trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine. Il faudra mener beaucoup plus de recherches pour comprendre les conséquences de ces projets, non seulement pour la Salton Sea, mais également pour l'avenir de l'économie américaine. Quand on évoque la Norvège, viennent à l'esprit le soleil qui ne se couche jamais en été, des paysages époustouflants, le fait que ce pays figure parmi les plus heureux du monde et même les ours polaires y gambadent librement. Je parie qu'eux aussi sont heureux. Vous songez déjà à visiter ce pays de rêve? Ne vous précipitez pas, il vous faudra ajuster votre budget. Le carburant y est 10 à 15% plus cher que dans les autres pays d'Europe occidentale. Un repas pour une personne dans un café coûtera près de 30 € et considérez-vous chanceux si vous trouvez un hôtel à 100 € la nuit. Si vous recherchez sur Google le pays le plus cher du monde, vous pourriez tomber sur cette liste. La Suisse, dont les prix frisent dans l'absurde, les États-Unis, c'est bien connu, le Luxembourg, ce n'est pas une surprise non plus. Et puis, soudain, apparaît la Norvège. Pour que vous en ayez une idée, une famille de 4 personnes aurait besoin de près de 4 000 € par mois pour simplement y subsister, sans compter le loyer. Les spécialistes estiment que le coût de la vie y est environ 7% supérieur à celui des États-Unis. La Norvège est cependant un peu singulière. En général, les pays les plus riches possèdent des devises nationales plus fortes que le dollar américain. Prenez les francs suisses, par exemple, ou le dinar koweïtien,
qui est actuellement la plus forte devise au monde. Un dinar koweïtien équivaut aujourd'hui à 3,25 $. Or, le décalage se situe là. La couronne norvégienne est considérée comme la devise la plus faible d'Occident. Comment cela se fait-il? Dans l'univers impitoyable des devises mondiales, la couronne norvégienne était autrefois un acteur robuste, reconnu pour sa gestion avisée. Mais, surprenamment, elle est désormais la plus faible des devises occidentales, ayant subi de lourdes pertes au cours de la dernière décennie. Elle a fortement décliné face au dollar américain et à l'euro, suscitant l'inquiétude des banques et des financiers à travers le monde. Les fluctuations des prix du pétrole jouent un grand rôle dans cette faiblesse, la Norvège dépendant largement de ses exportations. Toutefois, même avec des prix du pétrole relativement élevés, la couronne demeure historiquement faible face aux principales monnaies. La faible couronne norvégienne impacte également le quotidien des citoyens, les prix augmentant sur presque tous les biens en raison d'importations massives. L'inflation s'accroît, entraînant une hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque de Norvège. Ces taux pèsent sur le marché immobilier et rendent la vie plus coûteuse. Ainsi, l'une des raisons avancées pour expliquer le coût élevé de la vie en Norvège pourrait résider dans la faiblesse de sa monnaie nationale. Qu'est-ce qui distingue encore la Norvège? Le climat, assurément. Il est difficile d'imaginer qu'un pays si glacial puisse rouler sur l'or. Cette image est celle que nous rencontrons habituellement sur les réseaux sociaux, accompagnée des géotags Dubaï, Arabie Saoudite ou même Koweït. Il semblerait logique que les richesses se concentrent davantage au sud, ces régions bénéficiant d'économies pétrolières robustes et de devises extrêmement solides. Mais en réalité, les économies florissantes du sud constituent une tendance actuelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pays froids semblaient plus enclins à accumuler les richesses que d'autres? Il s'avère que les habitants des climats rigoureux devaient planifier leur survie à l'hiver, construire des abris, constituer des provisions, entretenir le feu. Tandis que ceux baignés de soleil disposaient d'une existence légèrement plus aisée, permettant la chasse et la cueillette sur de plus longues périodes. Cette théorie se vérifierait également au pays des kangourous. Sydney et Melbourne, leaders de la prospérité en Australie, figurent parmi les villes les plus froides, tandis que Darwin, ville la plus chaude, reste à la traîne. Certains objecteront que cette hypothèse ne tient absolument pas la route lorsqu'on considère les civilisations anciennes, ou des centres modernes tels que la tropicale Singapour. Mais les temps changent, et les manières de générer la richesse évoluent également. Autrefois, tout dépendait de l'agriculture, tandis qu'aujourd'hui l'industrie et l'innovation prédominent. Ainsi, la Norvège semblerait avoir été historiquement et géographiquement destinée à s'enrichir. Sauf qu'il n'en est rien. Le pays a longtemps peiné. Il a affronté des périodes difficiles marquées par des hivers rigoureux et une géographie complexe. Les famines successives ont même poussé certaines familles à tenter leur chance aux États-Unis. Comment la Norvège a-t-elle alors accédé à la prospérité? Le pétrole et le gaz ont joué un rôle majeur. Bien que de petite taille, le pays détient environ 0,31% des réserves pétrolières mondiales. Toutefois, en Norvège, l'histoire ne se résume pas à l'or noir. Par exemple, la plus grande réserve de pétrole ne se situe pas dans un pays arabe, mais au Venezuela, qui détient jusqu'à 20% des réserves mondiales. Pourtant, l'économie vénézuélienne demeure instable. Le pétrole ne se suffit donc pas à lui-même. Quoique sa superficie forestière soit inférieure à celle d'autres nations européennes, la Norvège constituait une puissance incontestée du bois à l'époque de la marine à voile. Grâce à ses fjords stratégiques, le bois de ses forêts intérieures pouvait rapidement atteindre les scieries riveraines et les marchés mondiaux. Même après l'ouverture, grâce au chemin de fer, des potentiels forestiers d'autres pays au XIXe siècle, la Norvège restait maîtresse du bois en Europe, renforcée par une flotte marchande de classe mondiale au XXe siècle. La richesse issue du bois, conjuguée aux premières normes sociétales coopératives, a favorisé le développement de nombreux secteurs, de l'agriculture à la pêche en passant par les banques. Bien que qualifiée de pauvre au XIXe siècle, la Norvège affichait un PIB par habitant supérieur à celui des pays d'Europe orientale et méridionale. Et l'essor national se poursuit bien au-delà de la découverte de ses réserves pétrolières. La Norvège est singulière. Petite population, vaste territoire. Malgré cette étendue, les habitants sont dispersés, faisant du pays l'un des plus spacieux au monde. Une grande partie du nord s'étend au-delà du cercle arctique, présentant des paysages rudes, où une mince couche de terre recouvre le substrat rocheux. Le relief accidenté, montagneux,
et la courte saison de croissance limite les terres arables à seulement 2,2%, un chiffre comparable au Yémen. La dispersion des parcelles cultivables dans de petites vallées rend l'agriculture extensive impraticable, loin du rendement des exploitations américaines. Avec une vaste étendue de terre et de longues côtes mais une faible population, la Norvège tire des revenus considérables de ses ressources. La nature a été généreuse, des zones de pêche abondantes, l'hydroélectricité issue des rivières et l'énergie des eaux froides. Et ce n'est qu'ensuite que l'on évoque cette ressource nommée pétrole. À la fin des années 50, une découverte majeure a bouleversé l'économie norvégienne. Avance rapide jusqu'à nos jours, et les activités pétrolières constituent à présent un moteur essentiel de sa croissance et financent son État-providence. Mais la Norvège ne s'est pas contentée de voir l'argent affluer. Elle a pris des mesures avisées, créant un fonds souverain pour gérer sa richesse pétrolière sur le long terme. Ce fonds représente aujourd'hui un montant impressionnant d'1,7 milliard de couronnes norvégiennes, soit plus de 160 millions de dollars. Les intérêts de ce fonds alimentent le budget annuel, garantissant aux citoyens une santé, une éducation et un bien-être de premier ordre. Et voici l'essentiel. La Norvège ne se repose pas sur ses acquis. Elle investit dans des technologies durables, telles que l'énergie éolienne offshore, pour s'assurer un avenir prospère au-delà du pétrole et du gaz. La Norvège peut être coûteuse, mais elle ne rivalise pas avec le lieu le plus coûteux au monde, Monaco. La vie y est presque 4 fois plus chère que la moyenne mondiale. Si votre ambition est de côtoyer les riches et célèbres, Monaco reste la destination idéale. Avec des prix immobiliers moyens excédant les 50 000 € le mètre carré en 2022, il n'est guère surprenant que ce minuscule État attire le gratin international. Cependant, il existe un lieu où le coût pour les touristes américains atteint des sommets, et il ne s'agit pas de pièges à touristes. Ni Oslo ni Monaco ne peuvent rivaliser avec les tarifs de... Prenez un instant pour deviner. Prêt ? Bienvenue à Ashgabat, la capitale du Turkménistan. Là, un litre de lait coûte près de 4 $, tandis qu'un abonnement Internet standard coûte 186 $ par mois. Ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que les Américains soient pauvres. C'est simplement un dysfonctionnement économique particulier. La raison de ces prix exorbitants est simple. Le taux de change de la monnaie nationale turkmène par rapport au dollar est fixe depuis 2015. Un dollar valant 3,5 manas. Les prix locaux en monnaie turkmène augmentent à cause de l'inflation, ce qui crée un déséquilibre par rapport au prix exprimé en dollars, puisque le taux de change ne varie jamais. Pour les habitants, ces prix sont donc perçus comme normaux, mais pour tout visiteur arrivant avec des dollars en poche, le séjour se transforme en expérience extrêmement coûteuse.